Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne qui va donc être à nouveau une update lecture des livres que je suis en train de lire donc pour le mois d'octobre. Donc je vous propose qu'on démarre cette vidéo tout de suite parce que j'ai 5 livres à vous présenter et je veux pas que la vidéo dure des plombes, donc c'est parti. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est d'ailleurs le roman que je viens de terminer pas plus tard que ce week-end. Donc je vais vous parler de Légende délatée de Travis Baldree. Alors ce roman, je ne le connaissais absolument pas avant de le découvrir sur la chaîne de Gimose, puisqu'elle l'a présenté donc dans sa vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, étant donné qu'il lui a inspiré une de ses sous-catégories pour un menu. Donc j'avouerai que j'avais été très curieuse de découvrir cette œuvre, et donc maintenant c'est chose faite. Dans cette histoire, on va donc retrouver le personnage de Vive, qui est une orque, et il faut savoir qu'avant, elle avait plutôt une vie de mercenaire, et un beau jour, elle a décidé donc de tout plaquer et de prendre sa retraite pour finalement faire quelque chose d'un peu plus douillet, à savoir ouvrir un coffee shop. Et donc on va suivre bien, tout ce qui va découler de sa nouvelle vie. Pour le coup, ici, on est vraiment sur de la cozy fantasy avec laquelle j'ai passé un très bon moment. J'avouerai quand même qu'il m'a manqué un petit truc, et ça je pense que c'est parce que comme c'est un roman dont on entend énormément de bien, forcément on a un petit peu des attentes, et pour le coup j'arriverai pas à savoir qu'est-ce qui m'a manqué, mais j'avouerai que j'ai bien aimé, mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à avoir un coup de cœur, à vraiment être emballée du début à la fin. Et j'avouerai que ça n'a pas été trop le cas, déjà parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Alors je pense que ça doit être dû à la narration. Ça m'a mis un petit peu de temps de rentrer dans l'univers de Vive et de vraiment en fait être happée par son histoire de coffee shop, alors que Dieu sait que si je m'écoutais, je passerais peut-être tous mes, tous mes après-midi, toutes mes journées même, dans un coffee shop, à siroter, voilà, plein de boissons chaudes et surtout à grignoter des pâtisseries parce que, étant une grande gourmande, forcément, il me faut ma petite dose de sucre. Et j'avouerai qu'un des, je pense, points forts de ce récit, c'est vraiment la manière dont l'auteur a su retranscrire, vous savez, les senteurs en fait qui peuvent se dégager quand voilà, on est devant une tasse de café chaud, l'odeur des pâtisseries qui sortent du four. Autant vous dire que quand vous lisez ce roman, vous allez avoir faim. Après, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette histoire, c'est les personnages et le fait que ce sont tous des individus donc différents, qui viennent donc, enfin qui sont d'espèces différentes, mais qui s'épanouissent en fait dans un but commun. Et là du coup le but commun ça va être de créer ce coffee shop, parce que Vive du coup elle part vraiment de rien du tout. Elle va donc trouver un local qui était autrefois une ancienne écurie qu'il va falloir retaper, donc il faut trouver quand même du monde pour vous aider à retaper une vieille bâtisse. Ensuite, une fois que le lieu est propre, eh bien il faut trouver quand même des clients. C'est pas le tout d'ouvrir un coffee shop, mais il faut quand même donner envie aux gens de venir découvrir ce nouvel endroit. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu flairé le poisson, les nouveaux clients, eh bien, il faut les fidéliser. Donc tout ça, ça va être très bien retranscrit dans ce récit. Et comme je vous l'ai dit, Vive, elle va du coup rencontrer pas mal de personnages qui vont l'aider eh bien, tout au long du récit à ouvrir en fait et à maintenir justement ce coffee shop. Et c'est là où on se rend compte que c'était un peu des personnages qui voilà vivaient leur petite vie, qui n'avaient pas forcément de but. Et au final, ce coffee shop, le projet de Vive, ça va vraiment les rapprocher, et on va se rendre compte au final, au fil du roman, que tout ça, ça va leur permettre de vraiment bien s'épanouir. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un des points forts du récit. Bon, après, c'est également un livre qui est quand même assez court. Il fait un peu moins de 200 pages, même si vous avez une scène bonus, avec notamment aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, une interview de l'auteur qui nous permet du coup d'en découvrir un peu plus sur qu'est-ce qui l'a motivé en fait à écrire un roman tel que Légende délatée. Et vous avez également une petite recette d'une des pâtisseries qui sera donc proposée dans le coffee shop. Donc voilà, autant vous dire quand même que ça a été une bonne lecture, même si on est loin du coup de cœur que tout le monde, j'ai l'impression, a eu pour ce récit. Ça reste quand même une lecture très agréable, très cosy, et je pense que notamment avec les mauvais jours qui arrivent, normalement en automne, voilà, on a souvent beaucoup de pluie, il fait froid, on n'a pas envie de sortir de chez soi, eh bien c'est un roman qui peut vous accompagner durant un week-end ou une après-midi pluvieuse ou autre. Vraiment, vous n'allez pas le regretter, et dans tous les cas, je suis sûre que vous allez passer un
très bon moment. Je fais une petite aparté, mais c'est vrai que là, comme je suis en train de filmer, étant donné que j'habite juste en dessous d'une école, et ben là, les petits loulous, ils sont de sortie, donc j'espère que voilà, niveau son, on va pas trop les entendre parce qu'ils sont juste dans la cour qui, en fait, mes fenêtres donnent sur la cour de récré, donc bon, c'est un peu complicado. Ça, je verrai au montage. Je referme la parenthèse et donc là, je vais vous présenter donc un autre livre. Alors pour le coup, c'est vrai que pour ce roman-là, j'arrive un peu après tout le monde. Par contre, j'ai vu l'adaptation quand elle est sortie dans les temps. Ça, voilà, c'était beaucoup plus simple pour moi de regarder l'adaptation que de lire le roman à ce moment-là. Et je m'étais toujours dit qu'à l'occasion, il faudrait que voilà, je lise le bouquin. Donc maintenant, c'est chose faite et je vais donc vous parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Alors oui, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de trains de retard concernant cette saga. Faut que je rattrape mon retard d'ailleurs, puisque j'ai emprunté également donc le dernier tome qui est sorti sur le personnage de Haymitch. Mais bon bref, il aura droit à sa propre revue dans quelques semaines celui-ci. Donc, ce roman-là, je vais pas vous représenter forcément les Hunger Games parce que je vais partir du principe que tout le monde connaît plus ou moins les Hunger Games de Katniss. Ici, on va plus se focaliser sur l'histoire du président Snow, qui est donc le personnage qu'on a tous fortement détesté durant la trilogie donc, et durant l'histoire en fait de Katniss. Et donc là, on va le retrouver dans sa jeunesse, puisque au moment du récit, il a quoi, 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et on va surtout découvrir un univers beaucoup plus sombre que ce qu'on avait l'habitude avec forcément l'histoire de Katniss, qui présentait un Capitole vraiment rayonnant et forcément puissant. Pour le coup, ici, donc, on va suivre Coriolanus. Il a vraiment un prénom complicado, on est d'accord. Snow, mais entre nous on va l'appeler Corio, hein, parce que voilà, on va faire plus simple. C'est pas qu'on est amis, hein, loin de là, mais je pense que je vais avoir du mal à chaque fois à vous dire Coriolanus, bon bref. Donc Corio pour les intimes. Il se retrouve donc en espèce de lycée au Capitole et il s'apprête donc à célébrer la 12e donc, saison des Hunger Games. La petite particularité cette année pour les Hunger Games de cette 10e édition, c'est que certains élèves du Capitole vont être sélectionnés pour devenir les mentors donc des tribus qui vont être appelés pour cette voilà 10e saison. Et vous vous en doutez, mais notre petit Corio va donc être sélectionné pour être le mentor donc de la fille du tribut du 12e district. Et donc il va devoir faire entre guillemets équipe avec Lucy Gray. Et il va se passer évidemment plein de choses parce que le but de Corio c'est de gagner parce qu'il a beaucoup en jeu et on va donc découvrir tout ça bien, à travers ce récit. Comme je vous l'avais dit au début du résumé, c'est vrai que là, dans ce roman, on est confronté à un Capitole qui est quand même assez affaibli, entre guillemets. Alors oui, ils ont remporté la guerre contre les districts, mais pour autant, voilà, ils ont du mal quand même à remonter la pente alors que partout, ils clament effectivement leur victoire et ils clament finalement leur puissance. Et ben on découvre à travers les jeux de Corio que c'est pas réellement ça. Et on va également se rendre compte que la famille de Corio est loin de la grandeur qui est donc présentée dans les Hunger Games de Katniss. Là, finalement, ils n'ont que le nom. En fait, ils ne survivent que grâce aux apparences et finalement à la renommée du nom des Snow. Ça renforce en fait l'idée que Corio doit absolument remporter cette 10e édition des Hunger Games parce qu'il en va en fait de son statut. Hein. Et puis, évidemment, ça va lui ouvrir des portes pour plus tard afin qu'il se hisse au sommet puisqu'ils ont un mantra chez les Snow qui n'est autre que la neige se porte toujours au sommet et ça, il va vous le rabâcher pas mal de fois tout au long du récit. On va également découvrir que voilà, aussi bien qu'à l'époque de Katniss, les tribus sont assez chouchoutés entre guillemets, et ben là on se rend compte en fait qu'ils sont pris un peu comme du bétail. Ils sont clairement considérés comme des animaux de foire et ils sont traités en fait tels quels, et ça vous allez vous en rendre compte si vous lisez le récit au fur et à mesure. On découvre aussi également que les Hunger Games, et ben au début ça a divisé un petit peu même au sein du Capitole et qu'ils n'étaient clairement pas autant suivis qu'au moment où on va découvrir l'histoire de Katniss. Pareil au niveau des arènes, tout ce qui fait finalement les Hunger Games de Katniss, leur popularité, la richesse que déploie le Capitole pour vraiment, c'est pas mettre des paillettes dans les yeux, mais voilà, c'est vraiment très luxuriant. Et ben ici, dans cette 10e édition, on se rend compte qu'on en est
fortement loin. Et du coup, ça amène vraiment un côté assez sombre au récit. Bon, j'avouerai que le personnage de Koryo, hein, notre cher Koryo, est toujours aussi détestable. Alors au début, j'étais quand même assez surprise parce que c'est un personnage auquel on aurait pu un petit peu avoir une certaine, pas pitié, mais de l'empathie, parce que oui, le pauvre, bah, il est loin de la richesse qu'il aura quand il sera un peu plus vieux. Il veut un peu forcément redorer le blason des Snow, il a des bonnes notes, il veut prendre soin de sa famille. Pour autant, il est quand même très fourbe, notre petit Koryo, ça, on va pas se le cacher. C'est un personnage qui est manipulateur, et ce que j'ai apprécié, si on peut dire, dans ce récit, c'est à quel point il va y avoir une espèce de relation très malsaine qui va s'installer entre lui et Lucy Gray. Mais au final, quand on ressort de notre lecture et quand on y repense un petit peu, on se dit lequel a réellement manipulé l'autre. Au début, c'est vrai que quand on n'a que forcément en fait le point de vue de Koryo, on se dit le mec il est quand même vachement toxique quoi. Il a une espèce de possessivité tout au long du récit sur le personnage de Lucy Gray, comme si elle lui appartenait, alors qu'en fait pas du tout. Il se fait des films tout seul, et en même temps à la fin, quand on a un peu le retournement de situation là, on se dit bah la Lucy Gray au final, elle payait pas de mine comme ça, mais elle a quand même réussi à faire quelque chose et à laisser plus ou moins notre Koryo sans voix. Ce qui quand même est plutôt bien joué de sa part. Et c'est clairement là où on se rend compte en fait un peu voilà, des petits clins d'œil qu'il y a entre ce roman et la trilogie de Katniss. Et on comprend aussi pourquoi Snow déteste le personnage de Katniss, hein, parce que dans le fond, il lui rappelle sa fameuse Lucy Gray qui s'est un petit peu jouée de lui. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus. Il faudra lire le roman pour en découvrir vraiment tous les aboutissements. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Ça permettait de voir, d'avoir en fait un autre point de vue du Capitole à une autre époque que celle connue donc dans la première trilogie avec Katniss. Le personnage de Koryo, même si au début on pouvait avoir de la sympathie, finalement on en a très vite plus du tout, surtout notamment quand on va découvrir à quel point il est manipulateur. Et puis il faut dire ce qui est, mais sa possessivité sur Lucy Gray est juste horrible, vraiment non, ça vous donne des frissons de dégoût tellement, tellement c'était vraiment bien retransmis de la part de Suzanne Collins. Il y a pas mal de retournements de situation, enfin voilà, c'est un roman vraiment très divertissant, vous n'allez pas vous ennuyer, c'était vraiment agréable à lire. Pour le coup, je me souvenais un petit peu de l'adaptation et j'ai trouvé que le film était très fidèle au roman. Alors j'ai prévu de le regarder là prochainement pour vraiment voir, étant donné que j'ai le livre beaucoup plus en mémoire, si vraiment ça a été fidèle de manière totale au livre. Mais comme ça, je dirais quand même que le film est une très bonne adaptation du roman. Et j'ai hâte du coup de lire l'histoire sur Haymitch qui promet d'être mouvementée. Je continue ensuite avec un tome 2. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai lu le premier tome cet été, dont je vous ai pas forcément fait de revue d'ailleurs. Un peu comme pour Heartless Hunter. Là, comme j'ai conclu cette duologie, ça va me permettre, à travers cette vidéo, de vous donner mon avis global sur cette petite histoire. Et donc j'ai lu le tome 2 de Atalante de Cassandre Lambert. Et autant vous dire que j'ai adoré cette petite duologie. Alors pour le coup, je n'étais pas forcément familière avec le mythe d'Atalante. Donc à travers ce roman, ça m'a permis d'en découvrir plus sur ce mythe, hein, clairement. Et honnêtement, je n'ai absolument pas été déçue. Alors, comment vous résumer ce roman? Atalante, c'est une jeune princesse qui, malheureusement pour elle, a été abandonnée dès sa naissance par ses parents, étant donné que son père, qui est roi, voulait forcément un héritier masculin. Et quand sa femme a accouché et qu'ils se sont rendus compte que c'était une petite fille et pas un petit garçon qui venait de pointer le bout de son nez, ils ont décidé de l'abandonner dans la forêt, pensant qu'elle n'allait pas en réchapper, alors qu'en fait si. Et cerise sur le gâteau, mais Atalante va être bénie par la déesse Artémis, qui va du coup lui réserver un destin assez important, puisque Atalante va être connue notamment par sa rapidité. C'est pas la femme la plus rapide du monde, mais un petit peu quand même.
et ben son but à notre Atalante dans la vie, ça va être de vouloir rejoindre les Amazones et on va donc suivre toute sa quête pour tenter donc de faire partie de ce clan. Et bien évidemment, il va se passer pas mal de choses puisque notamment en parallèle de l'histoire de Atalante, on va suivre celle d'un de ses amis qui s'appelle Asclepios. Je crois que c'est comme ça. Je ne sais plus. Asclepios, oui c'est ça. Qui lui, pareil, est un fils des dieux, qui a également son propre mythe. Et on va suivre leurs histoires qui vont s'entremêler. Et honnêtement, c'était une petite duologie hyper agréable à lire. Je ne connaissais absolument pas Cassandre Lambert, qui est du coup une autrice française. Et vraiment, elle a une très jolie plume. C'est fluide, c'est super agréable à lire. J'ai adoré en fait... à travers finalement son récit, découvrir le mythe d'Atalante, cette femme qui justement en fait est pleine de bravoure, elle est réfléchie, elle est intelligente, enfin bref. C'était vraiment une héroïne très agréable à suivre. J'ai beaucoup aimé également l'histoire avec Asclepios, qui au début est un petit con, hein, on va pas se cacher, parce que c'est un garçon, il pense que tout lui est dû, et il a pas envie de faire équipe avec Atalante, et au final on se rend compte que, notamment grâce à leur mentor qui va être Chiron, les deux petits jeunes, ils vont se lier très vite d'amitié, voire même plus, mais malheureusement, c'est des élus des dieux, ils ont chacun leur petite prophétie à accomplir, à leurs dépens, malheureusement, et vraiment, c'était super sympathique à lire comme livre. Je pense que je me renseignerai sur les autres romans qu'a écrit Cassandre Lambert, parce que elle a une très belle plume, enfin vraiment, j'ai trouvé en fait ce récit assez rafraîchissant, très bien amené, très bien construit. Tous les personnages étaient très agréables à suivre, ils étaient tous intéressants. Ce qui est vraiment fort de la part de Cassandre Lambert, c'est que en plus donc de l'histoire de Atalante, il y a d'autres mythes qui se rejoignent, notamment ici, voilà, il y a la quête de la toison d'or par Jason, il y a aussi donc Hercule. Enfin vraiment, je trouve qu'elle a réussi à travers ces deux premiers tomes à également mélanger plein de mythes. Moi j'ai trouvé ça hyper bien fait et c'était vraiment une très bonne duologie. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande fortement. J'ai pas trouvé que ça faisait plus que sa jeunesse, alors que c'est classé aux éditions Didier Jeunesse. Vraiment, j'ai tout aimé dans ce récit et donc je ne peux que vous le conseiller parce que selon moi, c'est une petite duologie qui mérite vraiment d'être lue, encore plus si vous aimez la mythologie. Alors c'est vrai que si vous êtes un féru de mythologie, bon, je sais pas si ça va vous plaire, parce que ne connaissant pas plus que ça le mythe d'Atalante, je sais pas si l'auteur a vraiment, l'a vraiment respecté ou si elle s'est vraiment approprié ce mythe. Mais en attendant, je pense quand même que ça peut être agréable à lire et si vous êtes voilà, fan mais que vous n'êtes pas non plus très pointilleux, ou du moins si voilà, ça vous dérange pas que les auteurs se réapproprient les mythes, ça peut vraiment vous convenir, je pense. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je continue avec un roman qui, pour le coup, a été une petite déception et on va donc parler de Darkshore de Daniel L. Jensen. Alors, comment vous résumer ce récit? Parce que, c'est un peu, c'est pas que c'est complexe, mais un petit peu quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'océan a divisé en deux l'univers de ce récit. Vous avez donc des personnes qui vivent à l'est et de l'autre côté, vous avez des personnes qui vivent à l'ouest. Juste là, ok. Le petit hic, c'est que les personnes qui vivent à l'ouest n'ont aucune idée qu'il y a de la vie du côté ouest. Du côté est. Non, je ne sais plus. Ah bah voilà, je me suis trompée. Ah mais ça commence bien les explications. Donc, je la refais. Les personnes à l'ouest n'ont aucune idée qu'à l'est, il y a de la civilisation et vice-versa. Ce secret, donc, il est bien gardé par le peuple des Maharins, d'où provient notre héroïne Thériana, qui ont donc décidé, pour le bien commun de tous, de garder finalement ce secret, de savoir qu'il y a de la population des deux côtés, tout simplement parce qu'à l'ouest, on a des conquérants avec l'Empire de Célandor, qui s'apparente un petit peu à l'Empire romain. D'ailleurs, l'auteur s'en est fortement inspiré, je pense. Et du coup, comme ce sont des guerriers, ils ont littéralement en fait conquis tous les petits pays qui leur étaient frontaliers. Et les Maharins ne veulent surtout pas qu'ils décident
de prendre leur bateau et d'aller à la conquête donc des pays de l'Est, notamment parce qu'en plus de ça, les coutumes ne sont clairement pas les mêmes. À l'Est, on vénère les dieux, alors qu'à l'Ouest, vous vous doutez bien que les Célandors, les dieux, ça leur fait une belle jambe, et les marins ne veulent surtout pas que l'empire de Célandor vienne imposer finalement leur mode de vie et leurs coutumes aux pays de l'Est, d'où eux-mêmes proviennent. Au début du récit, en fait, il va se passer quelque chose, notamment lorsque les marins auront accosté dans l'empire de Célandor, qui va finalement en fait ébranler l'univers complet, puisque l'empire de Célandor va découvrir l'existence des peuples de l'Est, et ils vont prendre à revers donc l'équipage de Teriana, et ils vont littéralement en fait les faire chanter l'équipage de Teriana contre évidemment l'Empire de l'Est. C'est comme ça d'ailleurs que notre héroïne va rencontrer Marcus, qui est donc le capitaine d'une des célèbres flottes de l'Empire de Célandor, qui va du coup être amené à voguer sur l'océan avec elle pour justement conquérir l'Est. Et on va suivre tout ce qui va se passer. Voilà grosso modo. J'espère avoir été assez claire. Si j'ai pas été assez claire, j'essaierai au montage de l'être un peu plus. Alors, c'est pas du tout mon premier roman de cet auteur. J'ai lu les 2 premiers tomes de sa saga Le Pont des Tempêtes, que j'ai beaucoup apprécié, et c'est pour ça que j'ai été un peu déçue de Darkshore. Alors, honnêtement, l'univers est vraiment hyper intéressant, c'est à la fois complexe, c'était vraiment assez innovant, faut dire ce qui est. Donc, sur l'univers, j'ai vraiment été agréablement surprise et plutôt emballée. Je dirais que là où c'est un petit peu péché, c'est la romance. Parce que oui, on est sur un enemies to lover, mais un enemies to lover vraiment bofi. Disons qu'elle avait mieux réussi son histoire d'amour dans Le Pont des Tempêtes que dans ce récit-là. En tout cas, bien sûr, c'est mon point de vue. J'ai trouvé en fait que la romance était beaucoup trop rapide. Non, il y avait un truc qui manquait en fait. On a l'impression en fait c'était entre guillemets forcé. Alors oui, tous les opposent, mais quand on voit Teriana qui arrête pas de trouver tous les défauts possibles à Marcus, et puis du jour au lendemain, c'est « Oh non, mais en fait, il est beau. Ah non, mais en fait, je ne suis pas indifférente. » Ouais, bofi. J'ai trouvé en fait que Teriana était un personnage, alors, fortement intéressant à suivre. C'est un peu, voilà, un personnage badass, qui se laisse pas marcher dessus, même si pour le coup, là, elle va devoir un petit peu s'écraser parce qu'elle veut protéger, du coup, sa famille et sa flotte. Donc elle est obligée un petit peu de pactiser avec le diable. Pour autant, c'est quand même un personnage qui est fort, elle est haut en couleur, faut dire ce qui est. C'est pas un personnage que l'on a envie de trop embêter. Mais alors, quand il s'agissait du personnage masculin, ça devenait en fait très vite lassant, parce que on va se rendre compte que Marcus, sous ses airs de grand guerrier sans cœur, il n'est pas si sans cœur que ça. Vous voyez où je veux en venir? C'est quand même un jeune homme qui est meurtri, qui a ses propres démons. Et Tariana, du coup, va être amenée à se rendre compte que Marcus, voilà, il a pas mal de bagages. Et pourtant, elle est toujours à le pointer du doigt, sous prétexte limite qu'elle est meilleure que lui, alors qu'au final, non, pas du tout. Et du coup, la romance, non, c'était genre un gros flop chez moi, parce que comment voulez-vous qu'on croit justement à une espèce d'alchimie quand la nana passe tout son temps à le dénigrer, à lui trouver tous les défauts du monde, pour un beau jour, un moment, voilà, lui tomber dessus, et là se dire « Oh là là, mais en fait, maintenant qu'on est collé serré, je me dis que, ouf, il me laisse pas indifférente. » Non, ça n'allait pas le faire du tout. En tout cas, chez moi, ça ne l'a pas fait. Bon, après Marcus, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, parce que du coup on alterne les points de vue entre Teriana et Marcus. Du coup ça nous permet, voilà, d'en découvrir plus sur son personnage, de découvrir ses démons, et plus en profondeur finalement son histoire. Donc vraiment Marcus, mais aussi bien Teriana, ils étaient intéressants à suivre. C'est juste la romance qui n'était pas folichonne. Et au niveau, voilà, des retournements de situation, bon, c'est un one shot apparemment. Je crois que la suite porte sur d'autres personnages, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que tout arrive de manière très rapide en fait, tout est précipité. Bon, tout finit bien dans le meilleur des mondes, hein, clairement. Mais du coup, je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Je pense que si ça avait été une saga, il y aurait eu matière d'étoffer la romance et de la rendre beaucoup plus naturelle, et de faire en sorte finalement que les gens y adhèrent plus. En tout cas, moi, j'y aurais peut-être plus adhéré. Pareil, je pense qu'il y avait quand même, au vu de l'univers qui est quand même assez riche, matière à faire un peu traîner l'intrigue, alors que là,
tout était résolu en fait en 400 pages. Du coup, je trouvais ça un petit peu dommage et c'est pour ça du coup que ça fait beaucoup de du coup, hein. On est d'accord. Je suis restée un peu sur ma faim. Je lirai peut-être le tome 2 qui porte sur du coup... Ah, j'ai encore dit du coup. J'ai vraiment un tic avec les du coup. Donc je lirai probablement le tome 2 qui porte sur la meilleure amie en fait de Teriana. Mais j'avouerai que c'est pas la saga que je vais faire passer en priorité parce que c'était sympa mais sans plus. Bon, je vous rassure, on arrive à la fin avec le dernier roman de cette vidéo qui n'est autre que A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Oakley aux éditions Rajo. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus douillet que les lectures précédentes puisqu'on est sur de la cozy fantasy que j'ai également dans l'ensemble beaucoup apprécié. Alors dans cette histoire, on va notamment suivre le personnage de Marielle qui, depuis sa naissance en fait, a été promis à un grand avenir. Selon les étoiles, le ciel, tout ce que vous voulez, en tout cas de ce que sa mère lui rabâche depuis sa naissance, elle est censée être la sorcière la plus puissante au monde. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, eh ben c'est tout l'inverse. Notre pauvre Marielle, elle est du genre à tout rater, même les sorts les plus basiques, eh ben c'est une catastrophe ambulante et ça va clairement se faire ressentir, notamment lorsque un beau jour, par hasard, en récitant une incantation, elle va faire apparaître un démon et pas n'importe lequel de démon. Là, elle va avoir affaire à Orzo l'impitoyable, Orso, je ne sais plus comment il s'appelle. Osero l'impitoyable, pardon. J'ai toujours un problème avec les noms, c'est fou ça, je les retiens pas. Qui du coup est là pour pactiser avec notre héroïne parce qu'il n'en démord pas. Elle l'a convoqué pour exaucer quelque chose en échange donc de son âme. Et on va suivre eh bien, tout ce qui va en découler parce que vous vous doutez bien que notre héroïne, elle ne veut absolument pas conclure un pacte avec un démon et encore moins lui laisser son âme. Et voilà, ça va effectivement donc amener à pas mal de petites péripéties. C'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. C'était une lecture pour le coup sans prise de tête. Alors c'est quand même pour public averti parce qu'il y a pas mal de scènes un peu olé olé, de langage cru, faut dire ce qui est. Mais pour autant, j'ai quand même passé un très bon moment. C'est super fluide à lire. On s'attache très rapidement en fait à nos personnages. Marielle, c'est vraiment un personnage en fait qu'on ne peut qu'apprécier parce qu'elle est pleine de douceur, de bienveillance. Enfin voilà, on voit qu'elle essaye de faire de son mieux avec sa magie, que c'est compliqué et qu'en plus de ça, cerise sur le gâteau, mais d'avoir des parents qui ne font que vous rabaisser parce que selon eux, vous êtes une grosse feignasse, étant donné que la prophétie a décidé que vous étiez l'élu, que vous seriez la sorcière la plus puissante. Donc pourquoi ça rate? C'est sûrement parce qu'elle ne s'entraîne pas assez. Donc c'est sûr que voilà, elle n'a pas une famille des plus agréables et clairement ça joue beaucoup sur son moral. Pourtant, malgré tout, eh bien elle va trouver un allié dans le personnage du démon. Alors que clairement, un démon, c'est pas là pour vous réconforter et vous donner un petit peu confiance en vous. Alors que Orzo, c'est vrai que lui, il a une petite particularité que vous découvrirez si vous voulez lire le récit, qui fait que c'est pas un petit démon lambda, et puis qu'il a des émotions. Voilà. Et vraiment, j'ai trouvé ça super sympathique à lire. Alors, pour le coup, c'est vrai que la romance m'a pas plus que ça plu. Pareil, on est un peu sur un enemies to lover. Bon, j'ai trouvé quand même que pour un démon, c'était plutôt un green flag, étonnamment. Mais je sais pas, il m'a quand même manqué un petit truc dans la romance. Je pense qu'un peu plus de subtilité, ça aurait fait que j'aurais un peu plus adhéré à leur histoire. Mais pour autant, j'ai quand même beaucoup apprécié ce petit roman qui est également parfait en fait pour les jours de pluie où vous avez vraiment qu'une envie, c'est de rester sous votre plaid bien au chaud, à lire voilà, une petite romance cosy. Elle fera l'affaire. Et bien voilà, concernant cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et surtout j'espère que les bruits de dehors auront été pas trop désagréables ou en tout cas que voilà, on les aura pas trop entendus, mais ça je verrai au montage. En attendant, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos lectures du moment, qu'est-ce que vous lisez de beau ou à me faire des recommandations d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à me recommander vos lectures du moment, quels sont vos derniers coups de cœur ou à me partager vos avis si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!